C'est le Filtre Carburant. Alors après 14 ans sans avoir sorti de nouvelles vidéos, on s'est dit qu'on allait retourner un petit truc, histoire de dire. Aujourd'hui, on va vous montrer une voiture un peu différente, assez peu commune, on va dire, monstrueuse et élégante. Pour ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux, Supercaro Suisse, PGR59, qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont mis la cloche de notification, qui ont mis un like, etc., vous avez l'habitude de voir que je suis du genre à trouver des voitures qui sont pas très courantes, qu'on voit pas souvent. Et puis, si vous me connaissez vraiment, vous pouvez vous dire que, tiens, ce genre de voiture, c'est typiquement ce qu'il pourrait acheter. Exactement, voilà. Voici le CL 600 que j'ai acheté pour mon père. Enfin, c'est lui qui l'a payé, mais je suis allé chercher, voilà, donc je l'ai acheté, voilà. Donc un petit bolide assez sympathique, très élégant, très confortable, mais on va vous remettre un petit peu dans le contexte. Dans les années 90, Mercedes avait sorti une version coupée de sa classe S, la W140, le tank comme on l'appelle, parce qu'elle était massive, lourde, grosse, tout ce qui va avec. Et puis, Mercedes, c'est connu, depuis longtemps, ils faisaient des grosses berlines généralement, donc dans les classes S, les classes E, etc., qui étaient confortables, luxueuses, des reines de l'autobahn. Donc ils sont restés un peu dans cet esprit, mais en sortant un coupé, un peu dans l'esprit GT, avec beaucoup de chevaux, qui n'est pas très sportif au final, mais qui, voilà, c'est une GT, en gros. Et donc, dans les années 90, ils ont sorti ce premier CL ou S coupé. L'appellation est un petit peu floue parce que c'est à ce moment-là que les SEL ont changé de nom pour classe S et que du coup la classe S coupé est devenue le CL. Et donc du coup cette première version a connu deux moteurs, un V8 et un V12. Le V12 très connu d'ailleurs parce que c'était le moteur qu'on retrouvait sous le capot de la Pagani Zonda. Je pense que vous l'avez tous vu, vous l'avez tous entendu à un moment, par exemple avec cette vidéo sur YouTube qui a fait un peu le buzz, n'est-ce pas, parce qu'une personne avait mis un échappement à 12 000 $ sur une classe S 600 et ça faisait vraiment un bruit de Pagani Zonda et c'était absolument magnifique. Et c'était ce V12 qu'on a retrouvé aussi dans le CL. 1999, deuxième génération du CL, celui-ci, sorti en plusieurs motorisations. Un premier en 500 avec le V8 qui faisait 300 et quelques chevaux, une 600 première phase qui faisait 367 chevaux de mémoire, 600 phase 2, celui-ci, avec un V12 également, une 55 AMG, donc V8, une 63 AMG extrêmement rare, 23 exemplaires seulement au monde, basée sur la 600, et après la 65 AMG, bien sûr c'est le gros V12 biturbo qui a 2 millions de chevaux. Donc cette génération, elle change totalement, on va dire, au look, au niveau avancée technologique, mécanique, etc. Parce que déjà elle est plus légère, elle fait 340 kg de moins que la première CL. Faut savoir que déjà celle-là elle fait 2 tonnes, donc c'est immense. Mais on va dire que les ingénieurs de chez Mercedes se sont ils sont assis à une table, ils ont réfléchi un peu plus de 10 secondes, ils se sont dit tiens, si on utilisait des matériaux un peu plus légers, comme par exemple de l'aluminium ou encore du magnésium. Vous voyez, un peu comme sur les 911 GT3 RS. Il y a vraiment du magnésium là-dedans. Bref, on a parlé un peu de tout ce qui est technique, etc. et de l'histoire. On va vous parler un peu du look. Cette génération, elle change totalement avec l'ancienne. Elle est un peu plus fine, plus longue, plus élancée. L'avant change totalement également. On arrive sur un design avec 4 feux, un peu dans l'esprit des classes E, W210 ou 211, je ne sais plus exactement. C'est les classes E des débuts années 2000. Ça me rappelle également un peu le design de Chris Bangle sur le E46 Compact. C'est absolument hideux. Voilà, c'est un détail que je n'aime pas sur cette voiture, mais le reste, j'adore. Donc voilà, un look très fin, très élégant, très raffiné. Voilà, on a ici ce petit côté un peu design qui a été repris sur les classes E, sur les CLK, le CLS, etc. Où on a vraiment le capot qui est un tout petit peu travaillé, mais pas trop. C'est vrai que l'aérodynamisme à l'époque, ils y allaient vraiment petit à petit. Après, sur le côté, on va avoir des jantes qui sont absolument magnifiques. Personnellement, c'est la première fois que je voyais ces jantes sur ce modèle-là. J'ai toujours connu les grosses jantes de classe S sur les 600 généralement. Mais là, c'est un look assez sympa, ça me fait un peu penser aux jantes de SLR. Je ne sais pas si vous voyez un peu le modèle. Ça ressemble un petit peu.
On a des freins qui sont faits pour arrêter cette bête de 2 tonnes, parce que voilà, faut quand même la freiner, faut la ralentir même. Parce que là, c'est avec le poids qu'elle fait, c'est même plus freiner, c'est juste ralentir, casser la vitesse. On a des freins qui sont percés, ce qui est assez rare sur une version non AMG, on va dire, des mâchoires de frein qui sont énormes également. Pour savoir, la voiture, c'est un gouffre à tous les niveaux, niveau prix, disque, plaquette, avant-arrière, il y en a pour 1400, juste pour les pièces. Après, tu rajoutes la main-d'œuvre, etc. Je pense que tu t'en sors dans les 2000. Donc voilà, petit coucou à mon père qui regarde la vidéo, hein, tu verras les freins. Ensuite, au niveau du profil, ça c'est ce que je préfère au niveau du look de cette voiture. C'est vraiment sublime, sublime, sublime. Elle a une ligne très fine, un petit peu penchée en avant, un peu comme toutes les Mercedes de cette époque-là. Et on a surtout un détail que j'adore sur cette voiture. C'est pas mon détail préféré, mais ça l'est presque. C'est l'absence de pilier B ici. Ce qui fait que quand on ouvre la porte, j'ai fait exprès de garder les fenêtres baissées, pour qu'on voit vraiment le fait qu'il y a, voilà, il y a pas de pilier. Donc ça fait des grandes fenêtres immenses, magnifiques. Je trouve que ça lui donne un look mais incroyable. Voilà le détail que je préfère sur cette voiture. Ce sont les feux. Pourquoi ? Parce que c'est déjà la première chose qui nous aide à distinguer la phase 1 de la phase 2. Parce que la phase 1 n'a pas ces 4 petites lignes blanches, elle en a seulement 2 grosses lignes qui ont très mal vieilli avec le temps. Et je trouve que ça lui donne déjà un petit coup de jeune, elle vieillit nettement moins que la phase 1, on va dire, au niveau du look. Et ce design a une petite histoire que je vais vous conter tout de suite. Ce petit feu en relief, en fait, a été inventé dans les années, il me semble, 50 ou 60 chez Mercedes. Et le relief était très important parce que, vous savez, quand on roule, l'arrière de la voiture a tendance à se salir beaucoup plus vite. Et ils ont travaillé ça pour qu'il y ait juste l'extérieur du feu qui soit sale et pas l'intérieur. Ce qui fait que, du coup, voilà, c'était le petit truc un peu technique de l'époque, c'était marrant. Et puis après moi comme je suis un maniaque du nettoyage maintenant depuis que j'ai des voitures qui commencent à avoir un petit peu de valeur on va dire, ce problème ne me concerne pas. Mais par contre, toi papa là, derrière l'écran, je sais que tu regardes la vidéo, je sais que tu vas vouloir la laver au rouleau. Je t'interdis formellement de la laver au rouleau. Elle a eu un polish complet, elle est neuve, il n'y a pas une micro-rayure. Je vais le voir si tu la laves au rouleau. Alors je sais que tu es bientôt à la retraite, tu as le temps, tu peux aller au car wash, la laver avec le Karcher et ça ira très bien. Les autres, vous pouvez mettre un petit like pour ce petit règlement de compte en vidéo direct. Voilà. Ensuite, le coffre. Donc c'est un très grand coffre parce que bien sûr c'est une GT et puis c'est surtout à la base d'une classe S coupée. Elle est juste 20 cm plus petite que la classe S. Mais on a un coffre qui est absolument énorme. La plaque Supercar en Suisse, encore une fois, abonnez-vous à Instagram, la chaîne, la cloche de notification, etc. Et puis finalement on a aucun badge sur la malle de coffre parce que le premier propriétaire a décidé de la désigler totalement. C'est-à-dire que même sur les ailes, normalement, on a l'inscription V12, mais même ça, on ne l'a pas. Alors d'un côté, ça m'énerve un peu parce que je me dis, c'est un V12, autant me montrer que c'est un peu un V12, mais d'un autre côté, c'était le charme discret de la voiture. C'était vraiment quelque chose de feutré, vous voyez. En parlant de feutré, les 2 échappements là, on dirait que ça fait du bruit. On dirait que le V12, on va l'entendre comme une Zonda. Pas du tout. Mais pas du tout. On n'entend rien. C'est un peu dommage. Bon, encore une fois, c'est l'esprit classe S, discrétion, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a un V12, il faut le faire chanter un peu. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vais trouver une 2e ligne d'échappement que je vais vider juste au niveau des silencieux. Parce que si je retire les catalyseurs, sinon c'est prison. Voilà. Donc je garderai celle-là full d'origine et puis après pour m'amuser un peu de temps en temps, une petite ligne qui fait un peu de bruit, ce sera très sympa. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Voilà ce que j'adore dans les vieilles Mercedes. Alors une vieille, on se comprend, elle a quand même 21 ans, mais elle n'est pas si vieille que ça. Ok, bref. C'est que là-dedans, on a du cuir absolument partout. C'est-à-dire que partout où tu poses les yeux, c'est simple, il y a du cuir, du bois ou de l'alcantara. Oui, c'est une voiture, quand elle était neuve, ça va aller dans les 200 000. Mais quand même, au bout d'un moment, tu as du cuir là, tu as du cuir sur le tableau de bord, volant cuir, volant bois. Ici, on a du bois également. Partout, 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 c'est du cuir, du bois ou de l'alcantara.
Alcantara d'ailleurs. Voilà, c'est très élégant, très raffiné, on a une très bonne qualité de matériaux. D'ailleurs, c'est un intérieur qui est designo complet, et d'ailleurs l'extérieur aussi. Peinture designo, donc intérieur designo, bicolore, noir et un peu crème, sur les sièges également. Et puis, c'est pour ceux qui ne savent pas, un designo, c'est l'équivalent de la finition Maybach aujourd'hui. C'était le summum de la qualité au niveau des matériaux, finition, etc. C'est une option très chère. Et ça nous donnait la possibilité d'avoir une palette de couleurs bien plus excitante, on va dire, que sur des couleurs classiques, du noir, du gris, du blanc. Voilà, parce que quand j'ai regardé pour cette voiture-là, en fait, je suis un peu tombé au hasard dessus. En fait, je regardais à la base juste comme ça, et puis je regardais les 500 principalement, parce que la 500 consomme moins, c'est un V8 qui est bulletproof, qui est génial, et puis bon, je me suis dit, on va regarder les 600, et je suis tombé dessus, j'ai vu la config, j'ai fait go. Voilà, donc je disais, l'intérieur très raffiné, très élégant, du cuir, du bois, de l'Alcantara, pour la 8e fois je le dis, et puis on va avoir surtout la distinction entre la phase 1 et la phase 2, c'est la console centrale, où on voit que tout simplement les boutons sont un peu plus modernes, ça fait un peu moins vieux que dans la phase 1. C'est d'ailleurs un peu la même console centrale que dans la classe S d'ailleurs. On a un plus grand écran, on a tout qui est à portée de main. Bien sûr, comme c'était le summum du luxe à l'époque et que les classes S et les CL du coup faisaient toutes les avancées techniques et technologiques, on va retrouver la télé là-dedans, on va retrouver les suspensions, système ABC, Active Body Control. Ça c'était vraiment la pire idée qu'ils aient pu avoir chez Mercedes, c'est-à-dire que ce sont les suspensions hydrauliques, un peu comme les Citroën Xantia, mais en nettement moins fiable, ce qui veut dire qu'un jour on peut la retrouver posée par terre complètement parce que ta suspension est morte. Et en fait, tout simplement parce que les gens ne savaient pas qu'il fallait faire une vidange de cette suspension tous les 2 ans. Donc papa, toi qui regardes la vidéo, tu penseras faire la petite vidange si tu veux pas payer 2000 par amortisseur. Voilà. Et puis sinon, il y a vraiment toute la technologie nécessaire, en tout cas pour l'époque dedans. On avait les sièges ventilés, sièges chauffants, sièges réglables. On a la petite manette ici qui est le siège dynamique. On en avait parlé dans la vidéo avec le CLS63. Allez regarder la vidéo, mettez un petit like dessus. Où en gros les sièges se gonflent, on peut gérer un petit peu plus serré, moins serré, etc. Voilà, je pense que c'est un peu le tour pour l'intérieur. Les places arrière, voilà, on peut partir à 4 en voyage. On a de la place au niveau des genoux. Et puis je pense que c'est le moment de la démarrer et d'entendre le V12. C'est magnifique ça. C'est le seul moment où vous entendrez quelque chose. Allez, c'est parti, on va faire un tour. Voilà, alors c'est le truc rigolo que Léo m'a fait remarquer, c'est que quand on démarre la voiture, ça te dit s'il y a un défaut ou pas. Il m'a dit pas encore. Pas encore. Alors, comment vous expliquer ? J'ai fait le très bon choix d'avoir pris la phase 2 et pas la phase 1 de la 600. En fait, c'était un peu le fruit du hasard. Moi, à la base, je voulais la phase 1 parce que pas de turbo et je voulais le dernier V12 atmosphérique de chez Mercedes. En réalité, Dieu m'a en sa sainte garde. Il m'a mis sur mon chemin un V12 biturbo parce que oui, là-dedans, c'est le 5,5 litres V12 biturbo, 500 chevaux, 800 Nm de couple, 0 à 100 4 secondes 8. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait besoin de savoir là-dessus. Et pourquoi je suis très content d'avoir ce modèle-là et pas la phase 1? Parce que la phase 1 a énormément de problèmes de fiabilité, principalement au niveau du moteur, parce que qui dit avancée technologique, mécanique et technique, dit des petits ratés par-ci par-là. Et sur la phase 1, le moteur était différent. Il s'agissait d'un moteur avec l'option d'éteindre, on va dire, les cylindres, un peu comme chez Audi, où plutôt que d'utiliser les 12 cylindres en permanence et consommer 25 litres au 100 en permanence, ça a consommé un petit peu moins. En fait, ce système tombait en panne, et puis quand ça tombe en panne, ça coûte très cher. Voilà, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de CL600 phase 1 qui ont fini à la casse à cause de ça, parce que ça coûte des fois plus cher que la voiture à réparer. Voilà, après, mis à part ça, il n'y a pas énormément de problèmes, à part éventuellement l'électronique, mais bon, ça c'est toutes les voitures des années 2000, années 90, etc. Niveau puissance, c'est pas une sportive, hein. Là je suis en train de faire une petite route sympathique, mais c'est pas un monstre, on va dire, dans les virages, c'est pas châssis d'une GT3 RS, hein. Ça on va pas se mentir. Ça tangue un peu beaucoup, ça pèse son poids, il y a quand même 2 tonnes, mais bon, les 500 chevaux sont là quand même pour compenser, par exemple sur une petite ligne droite. Où on n'entend absolument rien du tout.
Voilà, c'est le problème, c'est que malgré le fait d'avoir un moteur absolument exceptionnel, parce que c'est un moteur exceptionnel, vous avez dit la CL première génération avait le V12 de la Pagani Zonda. Le CL deuxième génération, en phase 1, n'a pas de moteur Pagani ni rien, mais par contre celui-ci, c'est le M275 qui est le moteur, accrochez-vous bien, de la Pagani Huayra. Voilà, c'est la base de ce moteur là qu'ils ont utilisé pour la Pagani Huayra, c'est à dire qu'ils ont augmenté la cylindrée, bidouillé 2-3 trucs et puis 700 et quelques chevaux, voilà. C'est ce moteur là, je suis hyper content d'avoir ça sous le capot et je suis hyper content d'avoir une consommation actuellement à 25 litres au 100. Parce que oui, cette voiture est un gouffre à tous les niveaux. L'entretien est cher, l'assurance est chère, la taxe de roulage est chère, tout est cher dessus, toutes les pièces, tout. L'entretien c'est simple, c'est le prix d'une 63 AMG, voilà. Donc on va être dans les 1000, entre 1005 et 1007 pour une révision. Pour ce qui est de l'assurance, mon assureur, quand je l'ai appelé, même si j'ai plusieurs voitures, l'appartement, etc., chez le même assureur, il m'a dit t'es mal. Parce que la voiture, en fait, le 600, dépassait les 200 000 francs en prix catalogue neuf. Donc du coup, c'est cher, c'est simple. Je crois, de mémoire, je dois payer 1004 ou 1006 d'assurance par an pour une casco partielle. Donc voilà, c'est bien, mais bon, quand même. La complète, on oublie, on passe les 3000. La taxe de roulage, j'ai reçu la facture pour les 3 derniers mois de l'année, j'en ai pour 600 francs. Donc je vais faire le calcul pour toute l'année. Ouais, non, c'est vraiment un gouffre à tous les niveaux, vraiment tous les niveaux. Les freins, comme c'est lourd, il faut la freiner, du coup les freins s'usent plus vite, donc ça coûte cher. Vu que c'est des freins haute performance aussi. Confirmez-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est des freins AMG ou pas, parce que je ne savais pas qu'il y avait des Mercedes qui avaient des freins perforés en dehors des AMG. Donc dites-moi si c'est des freins AMG ou pas. Donc les freins coûtent cher, les pneus coûtent cher parce que 800 Newton et 500 chevaux sur les pneus arrière, même si tu ne conduis pas comme un Gogol H24, ça s'use très vite aussi. La consommation, bon là je dis 25 litres au 100 parce que on est parti il n'y a pas longtemps, mais si je mets depuis la dernière remise à zéro sur 165 km, je suis à 14 litres 400. Alors oui, j'ai fait 2-3 petites pointes de vitesse, oui j'ai un peu roulé comme un Gogol, mais 14 litres quand même, hein, à 2 francs le litre, on le sent passer. Par contre, je suis persuadé que si on conduit gentiment, calmement, etc., on doit être dans les 11 litres au 100. Ce qui n'est pas énorme pour quand même un V12, parce que ça reste quand même un moteur gargantuesque. Hein. Puis après au niveau des avancées technologiques, est-ce qu'on avait tout ce qui était ces suspensions qui ne sont pas fiables, voilà, donc il faut faire des vidanges assez souvent, la boîte, il faut faire des vidanges assez souvent. Il y a ce petit bouton là, Engine Start and Stop, pour démarrer la voiture avec le bouton un peu à la Jazz Bond sur le levier de vitesse. C'était une option très rigolote quand tu avais la petite carte qui était fournie avec les clés, mais bien sûr, comme tous les premiers propriétaires, on perd au moins une clé, lui il a perdu la carte, donc du coup je ne peux plus démarrer avec le bouton là. Donc voilà, donc ce bouton ne sert à rien. Encore une fois, papa, si tu veux la petite carte, je te laisse aller chez Mercedes et payer pour refaire une carte. C'est pas mon problème. En attendant, cette voiture va très bien, elle a 132 ou 133 000 km. Je ne l'ai pas payé si cher que ça, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est une voiture qui normalement, alors je vais toute motorisation confondue, elle va tourner autour de, allez, on va dire une fourchette de 10 000 jusqu'à 30 000. Sauf pour les 65 AMG où là on est vraiment beaucoup plus cher. Mais voilà, on est sur des prix qui sont assez raisonnables, parce que c'est une voiture qui est peu connue, qui bien sûr est très chère en entretien, donc voilà, si c'est pas cher, s'il y a une raison quelque part, hein, et anguille sous roche. Puis voilà, j'ai mis la boîte en mode sport. Je peux pas mettre une suspension en mode sport, ça sert à rien, si c'est une ligne droite. Et ça marche. Ça marche quand même. Pour la petite info, on s'est amusé avec notre petit Léo qui est derrière la caméra, avec sa M4 pour voir qui marchait le mieux. Et puis voilà, il a un petit sourire en coin, mais il se peut qu'une voiture à 15 000 francs marche mieux qu'une BM à... Combien tu l'as payé? 50? 60? Voilà, bon, c'est moins dynamique, c'est vrai, mais en tout cas, sur une ligne droite, je le mange à la petite cuillère, mon copain. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je suis content d'être le propriétaire d'un nouveau gouffre.
C'est d'ailleurs un truc rigolo parce que j'avais, vu que je m'ennuie énormément, j'ai une liste Excel avec toutes les voitures que je veux avoir dans ma vie, et puis dedans il y avait cette voiture. Donc voilà, c'est un premier pas dans ma carrière automobile, dans ma passion d'avoir vraiment une de mes voitures de rêve. Donc voilà, j'espère que mon père en prendra soin, qu'il ne la rayera pas, qu'il ne l'abîmera pas, et que je pourrai en profiter quand j'irai le voir de temps à autre. Voilà. Juste pour ça, pour cette vidéo, pour cette découverte du nouveau modèle, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre la cloche de notification, c'est très important. Parce que vu qu'on sort une vidéo tous les 14 ans, bah une petite notif pour dire qu'on est toujours vivant, c'est plutôt sympa. Et puis bah voilà, je vais vous laisser là-dessus. Abonnez-vous aux Instagram, voilà, pour les voitures, les photos de cette voiture, ce sera sur Supercar Suisse. Et pour tout ce qui est un peu plus privé, voiture, un peu de montre, etc., c'est sur mon compte. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir vu la vidéo. Ciao les amis.